Excellence président Tokayev et mes chers amis, je tiens à vous remercier pour votre aimable invitation et à exprimer ma profonde gratitude au peuple du Kazakhstan pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à moi et à ma délégation. Excellence, je suis heureux de m'adresser au sommet du Conseil de coopération de Shanghai, un partenaire précieux des Nations Unies. Nous rencontrons dans des conditions globales difficiles. Guerre déchaînée, division géopolitique, une épidémie d'impunité, recul des objectifs de développement durable, cynisme et crise de confiance. Les gens perdent confiance dans le multilatéralisme. Ils pointent du doigt les promesses non tenues, les doubles standards et les vastes inégalités. Ces défis mondiaux ne peuvent pas être résolus sur une base pays par pays. C'est le moment de réaffirmer notre engagement commun envers le multilatéralisme avec les Nations Unies, lié par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, le droit international et la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'objectif central de notre système multilatéral doit être la paix, condition préalable au développement durable et à la jouissance des droits de l'homme. Nous avons besoin de paix dans tout le Moyen-Orient, en commençant par un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza pour mettre fin à l'effusion de sang, mais aussi la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, une augmentation de l'aide vitale et un engagement clair et une feuille de route pour garantir la solution à deux États et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Chaque jour compte, tandis que des enfants innocents à Gaza meurent, souffrent de blessures graves et de traumatismes, voient leurs propres parents se faire tuer et leurs maisons être détruites. Cela doit cesser. Nous avons besoin de paix en Ukraine, selon la Charte de l'ONU et le droit international. Nous avons besoin de paix du Soudan au Sahel, de la RDC à la Somalie, du Myanmar à Haïti. Et nous avons besoin de paix en Afghanistan et d'un gouvernement inclusif qui respecte les droits de l'homme et soit intégré dans la communauté internationale. Et tous les pays devraient s'unir pour empêcher l'Afghanistan de redevenir un foyer de terrorisme de manière significative. Et les Nations Unies sont prêtes à coopérer avec le Conseil de coopération de Shanghai, ce qui concerne la lutte contre le terrorisme partout. Le Conseil de coopération de Shanghai, la plus grande organisation régionale au monde, a le pouvoir et la responsabilité de promouvoir la paix. Excellence, profondes divisions mondiales d'aujourd'hui sont un obstacle au progrès sur deux menaces existentielles. Tout d'abord, l'urgence climatique. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais elle pourrait être l'une des années les plus fraîches de l'avenir. Les impacts croissants de la crise touchent déjà le cœur de votre pays, des glaciers en fonte aux inondations mortelles, en passant par les tempêtes, les sécheresses et les chaleurs extrêmes. À moins d'agir maintenant, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend inévitablement, un peu. Notre climat se dégrade, menaçant la sécurité de l'eau et de la nourriture, sapant le développement durable, provoquant des déplacements et alimentant l'instabilité politique. Nous avons besoin de beaucoup plus d'ambition pour réduire les émissions et assurer la justice climatique, en commençant par les pays développés, mais en mobilisant également tous les autres grands émetteurs sur la base du principe des responsabilités communes, mais différenciées. Tous les gouvernements doivent soumettre de nouvelles contributions déterminées au niveau national d'ici l'année prochaine. Et ces plans doivent être alignés avec la limitation du réchauffement climatique mondial à 1,5 degré Celsius. Et ils doivent inclure des objectifs de réduction absolue des émissions pour 2030 et 2035. Et il est important qu'ils reflètent comment les pays contribueront aux transitions mondiales pour maintenir l'objectif de 1,5 degré. Mettre fin à la déforestation, tripler la capacité des énergies renouvelables et réduire la production et la consommation de combustibles fossiles d'au moins 30% d'ici 2030. Et selon moi,
Cela signifie que tous les pays doivent cesser complètement d'utiliser l'énergie charbonnière d'ici 2040 au plus tard. Le financement est crucial. Il est crucial de promouvoir l'action climatique, mais aussi crucial de lutter contre les inégalités. Nous avons besoin d'engagements financiers futurs solides comme résultat de la COP 29 cette année et d'actions fortes pour augmenter durablement la capacité de prêt des banques multilatérales de développement et changer leur modèle économique, permettant ainsi à davantage de capitaux privés de se diriger vers l'action climatique. Et nous avons absolument besoin que les pays développés respectent pleinement leurs engagements et assument essentiellement leurs responsabilités. Ils s'engagent à doubler le financement pour l'adaptation et à mettre pleinement en œuvre tous leurs engagements, y compris des contributions significatives au nouveau fonds pour les pertes et dommages, afin de garantir qu'il soit opérationnel cette année et que la justice climatique devienne une réalité. Je reconnais également l'importance de la coopération Sud-Sud qui, bien sûr, ne compromet pas les responsabilités des pays développés. Mais rien ne suffira sans de sources de financement innovantes. Il est temps de mettre un prix sur le carbone et de taxer les profits des entreprises de charbon fossile. Nous avons besoin de pionniers pour mettre en place des leviers de solidarité dans des secteurs comme le transport maritime, l'aviation et l'extraction de combustibles fossiles. Excellence, la deuxième menace existentielle est posée par les technologies numériques. L'intelligence artificielle possède un potentiel énorme pour accélérer le développement durable au bénéfice de tous. Mais il devance la régulation, exacerbe les déséquilibres de pouvoir, concentre davantage la richesse, sape les droits de l'homme et augmente les tensions et les divisions. Nous avons besoin de l'engagement total des gouvernements et les entreprises technologiques, le monde académique et la société civile pour convenir de cadres de gestion des risques pour l'IA et atténuer leurs dommages. Mais la gouvernance de l'IA ne peut pas être un privilège des pays riches, elle nécessite la participation de tous les pays et les Nations Unies sont prêtes à fournir une plateforme pour la rendre possible. L'organe consultatif sur l'intelligence artificielle que j'ai nommé a identifié 5 priorités pour une IA inclusive et sûre. Tout d'abord, créer un panel scientifique international sur l'IA qui soit comparable au rôle très important du GIEC sur le climat. Deuxièmement, un dialogue politique régulier entre tous les représentants nationaux, régionaux et industriels. Troisièmement, développer normes et une éthique commune pour l'IA dans le monde entier afin de protéger les droits de l'homme, la sécurité et l'interopérabilité. Quatrièmement, des principes et des arrangements pour régir les données utilisées pour entraîner les algorithmes d'IA. Et cinquièmement, soutenir les pays en développement pour renforcer leurs capacités afin de pouvoir pleinement participer aux avantages de l'IA et créer un fonds mondial à cet effet, notamment. Pour aider à mettre en œuvre ce programme, le Conseil consultatif a identifié la nécessité d'un petit bureau d'IA des Nations Unies, dynamique et flexible. Je compte sur votre engagement fort et votre soutien. Excellence, l'incapacité à s'unir pour trouver des solutions aux défis communs reflète une dysfonction plus profonde dans notre monde. Le multilatéralisme est en retard et nous devons à tout prix éviter les risques de fragmentation supplémentaire. Nous avons besoin d'une économie mondiale, d'un marché mondial, d'un Internet mondial et d'un ensemble mondial de normes pour l'intelligence artificielle et d'autres technologies pertinentes et cruciales. Les institutions et cadres de la gouvernance mondiale, du Conseil de sécurité au système de Bretton Woods, sont dépassés et obsolètes. Ils ont été créés après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où le monde était très différent de ce qu'il est aujourd'hui et où de nombreux pays qui existent aujourd'hui n'étaient pas encore indépendants du colonialisme, environ à peu près. Le sommet de l'avenir en septembre est une opportunité importante et cruciale pour le renouveau.
Et le sommet examinera des réformes essentielles de l'architecture financière mondiale pour la rendre représentative du monde d'aujourd'hui et réactive aux défis actuels, au bénéfice des pays en développement. Les réformes du Conseil de sécurité et le nouvel agenda pour la paix proposé aideraient à prévenir et à résoudre les conflits, à rééquilibrer les relations géopolitiques et à donner aux pays en développement une voix proportionnée sur la scène mondiale. Un pacte numérique mondial avec des propositions pour la gouvernance de l'IA pourrait accélérer les objectifs de développement durable et aider à combler le fossé de la connectivité numérique qui affecte aujourd'hui tant de pays en développement. C'est un moment important pour que le monde avance sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international, et j'ai hâte de vous accueillir à New York lors du sommet en septembre. Merci.